Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On ne va pas pénaliser encore davantage ceux qui ont eu l'heureuse idée d'arriver à l'heure pour écouter Jean Delège, qui est l'auteur d'un livre tout à fait passionnant, dont je vous recommande vivement la lecture. On l'a d'ailleurs chroniqué dans le dernier numéro de Place Publique, donc un livre intitulé, et on reviendra sur ce titre délibérément provocateur, les propagandes nécessaires, et sous-titré Éloge critique de la communication locale, avec une préface de Stéphane Rosès. Jean Delège a un parcours assez particulier qui contribue d'ailleurs à l'intérêt de son livre, car son expérience diversifiée donne du poids à son propos. Psychologue de formation. Il a fait ses débuts à Ouest France, alors pas du tout comme journaliste d'ailleurs, mais au sein du service études, qui est un service comme il en existe assez peu dans les quotidiens français, et c'est bien dommage. C'est bien dommage, non pas qu'il existe un pareil service à Ouest France, mais qu'il en existe peu dans d'autres journaux. Ensuite, Jean, alors nous allons nous tutoyer parce qu'on se connaît depuis assez longtemps. Jean a fondé une entreprise TMO, une entreprise de conseil, conseil notamment aux collectivités territoriales, et donc Nantes a été l'un de ces terrains de jeu. Il aura l'occasion de donner quelques exemples là-dessus. Et puis, de manière, alors je ne sais pas surprenante, mais enfin, de manière peut-être un peu inattendue, au début du mandat de Daniel Delaveau, le dernier maire de Rennes et président de Rennes Métropole, Jean a pris la direction de la communication à la fois de la ville et de la métropole, et jusqu'il y a un an à peu près. Jusqu'à juillet de l'année dernière. Voilà, juillet dernier. Alors, peut-être, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans la présentation du livre, peut-être une question quand même. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de ce statut d'observateur, de conseiller, au statut vraiment de communicant? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on décide un beau jour de mettre vraiment les mains dans le cambouis? Il y a plusieurs raisons. L'une inavouable, c'est que je pensais que je ferais mieux que les autres. Euh, L'amitié que j'ai pour Daniel Delaveau a beaucoup joué. C'est-à-dire que quand j'ai quitté mon entreprise, j'avais l'âge de la retraite, et Daniel Delaveau m'a dit écoute, viens donc nous donner un coup de main, notamment dans le cadre de la mutualisation de l'administration, c'est-à-dire la mutualisation de la ville de Rennes et de Rennes Métropole, qui était un sujet difficile. Si j'ai fait ça, c'est quand même par amitié. Et si j'ai pu faire des choses qui j'ai jugées intéressantes, c'est parce que j'avais la confiance du président, maire de Rennes, quoi. Je pense d'ailleurs que la relation privilégiée entre un DIRCOM et l'élu principal est le ressort pour que des choses puissent se faire de façon intéressante. Et alors, tu as réussi à faire mieux que les autres, ainsi que Bien tu sûr que non. l'espérais? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais j'ai essayé deux choses. D'abord, de rappeler que le rôle du communicant, c'est d'être en médiation entre l'opinion et le politique. C'est-à-dire, le rôle du communicant, ce n'est pas que de porter les messages des élus, c'est les porter certainement, mais c'est aussi porter ce qu'on comprend de l'opinion. C'est-à-dire se mettre dans cette relation. Je reviendrai là-dessus parce qu'en fait, l'opinion, il faut la construire. Mais un rôle de médiation, c'est-à-dire s'intéresser non seulement à ce que disent les élus, mais aussi aux habitants. Et il y a quelques dérives, c'est-à-dire qu'il y a des communicants qui ne s'intéressent pas aux habitants, ils s'intéressent qu'à la parole politique. Comme on dit, il faut faire de la pédagogie, mais on ne fait pas de la pédagogie dans une classe sans comprendre la classe, quoi. Donc voilà quelques. Mais j'ai pas fait mieux, et j'ai pas le. Bien sûr que non, bien sûr que non. Ceci étant, on a fait des choses intéressantes dont je suis assez fier. On pourrait y revenir. On y reviendra. Alors, le livre se lit vraiment avec beaucoup
de bonheur, parce que bon, il est intéressant, il est pertinent, il est impertinent, et puis aussi parce qu'il est souvent drôle. La première phrase du livre, c'est j'ai toujours détesté les communicants. Quand on se veut démocrate de gauche et averti, c'est la moindre des choses. On reviendra là-dessus, mais enfin, ça donne une idée, si vous voulez, du ton de ce livre. Toujours en prélude à l'entrée dans le livre, j'aimerais bien que tu nous dises comment tu as vécu le résultat des dernières élections municipales, et notamment l'importance de l'abstention, des votes blancs, des votes nuls. Bon, je ne suis pas forcément plus qualifié qu'un autre pour en parler, mais l'abstention, cette fois-ci, elle n'est pas beaucoup plus élevée que l'autre fois, que les dernières municipales. C'est-à-dire qu'il y a 2 points de plus en moyenne. Hein. Bon, alors 2 points, ça peut modifier les résultats. Mais le mouvement de fond d'abstention, il date de bien avant. Et donc la question, c'est essayer de comprendre pourquoi il y a d'abstention. Alors d'abord dire que je pense que ça donne au livre une actualité, c'est-à-dire que bien sûr la communication c'est un combat idéologique et il faut l'assumer en tant que combat idéologique, c'est-à-dire c'est un combat politique et que la communication c'est pas passer la soupe aux élus, c'est construire un rapport au territoire. Et je tiens beaucoup à cette définition, la communication territoriale c'est construire dans la durée un rapport positif au territoire, c'est-à-dire à une collectivité constituante d'une communauté. Alors, l'abstention, il y a plein d'explications, mais peut-être quelques rappels. D'abord, les candidats sont choisis par les partis qui représentent 1,2% des habitants. En général, alors je ne sais pas pour Nantes, mais dans beaucoup de villes, c'est 4 à 5 personnes qui se mettent d'accord sur un candidat ou une candidate. Ça passe devant le parti, et puis ensuite, voilà. Donc, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas de qualité, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas légitimes, mais on part d'assez loin quand même. C'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est que pour beaucoup d'habitants, la vie municipale n'est pas constituée comme une vie politique. C'est-à-dire que l'entre-soi politicien est considéré comme sans rapport avec la ville. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, même si ce n'est pas vrai sur le fond, la crèche, ce n'est pas un problème politique. Les plans de déplacement, ce n'est pas un problème politique. Les horaires de la piscine, ce n'est pas un problème politique. Donc on veut absolument constituer dans une logique politicienne, d'entre-soi d'élus, une réalité gestionnaire qui n'est pas perçue par les habitants comme un sujet politique. Alors ça, c'est un des éléments, à mon avis, montants. Il y a d'autres explications de l'abstention. Il y a des explications sociologiques connues, classiques, de gens qui considèrent qu'ils n'ont pas la compétence pour rentrer dans le débat municipal. Moi, je me souviens d'une personne qui me disait moi, je suis dans le bâtiment, je ne demande pas au maire de s'y connaître, qui ne me demande pas non plus ce qu'il a à faire. Donc, je me souviens d'autres réactions du genre on n'a pas de raison de se déplacer, ça ne va pas si mal. Donc, on est dans une espèce d'abstention, d'approbation passive. Donc, le phénomène est beaucoup plus compliqué qu'on ne dit. Je veux dire qu'on ne peut pas rendre compte du phénomène en disant, pour faire chier Hollande, il y a des gens qui ne sont pas déplacés. C'est peut-être vrai sur 2 ou 3 points, mais ce n'est absolument pas l'explication de fond. L'explication de fond, c'est qu'il y a une disjonction entre l'organisation de la vie politique locale et la perception des enjeux locaux. D'ailleurs, on y reviendra parce que je pense que la contradiction politique est trop importante, l'analyse des contradictions sociales sont trop importantes pour les laisser à la classe politique. C'est-à-dire que la classe politique ne porte pas en tant que telle le débat sur les contradictions locales. On reviendra là-dessus. Mais pour répondre précisément sur l'abstention, je pense qu'elle ne risque pas de s'améliorer. Je pense que c'est assez insupportable de rendre les gens responsables de l'abstention. Je pense que ce qui est en cause, c'est la représentation d'un pouvoir à travers des codes politiques qui ne parlent plus aux gens ou qui ne parlent pas beaucoup aux gens. Alors, entrons dans le livre proprement dit. Le premier chapitre s'appelle « Le nouvel ordre local », ce qui est aussi un jeu de mots. Et tu expliques que les références nationales sont en train de perdre de leur pertinence,
Et que la réalité, pour beaucoup de gens, c'est le local, c'est ce qui est proche d'eux-mêmes. Ouais, ce qui est très frappant, c'est que les références nationales, c'est les références de la négativité, quoi. C'est la grandeur perdue, c'est la France coloniale, c'est la perte d'influence, c'est bon. Et donc toute la positivité, elle est sur le local. Le local, c'est le lieu de la modernité, c'est le lieu de la vie concrète, c'est le lieu d'innovation. Et le national, c'est le lieu de la dérision. Et ce qui m'a fait penser à ça, c'était un groupe de jeunes que j'animais au Dervalière, ici à Nantes. Et je leur demandais de se définir un petit peu par rapport à leur appartenance. Alors ils démarrent en disant égalité, fraternité, comment déjà, liberté, ouais, bah, ça marche plus votre truc, et puis qu'on n'ait pas, au moins que ça marche. Et on continue, et il y avait une personne qui était originaire d'Afrique noire, de Côte d'Ivoire, et qui me dit, enfin à Nantes, peut-être un peu plus qu'à Paris quand même. Bon. Et en continuant à discuter avec eux, ils se définissaient d'abord comme des derves. On vous emmerde, on est des derves, hein, les dervalières, donc le contre-stigmate. Après, ils acceptaient de se définir éventuellement comme nantais, quoi que ce soit un peu bourge, quoi. Mais enfin, quand même. Mais le gros mot, le mot ridicule, c'était le mot français. C'était le gros mot. La France, c'était ridicule, quoi. Et il n'y a pas que là que j'ai entendu ça. C'est-à-dire que, d'ailleurs, tous les élus travaillent sur la positivité locale, c'est leur boulot, sur la modernité, sur l'innovation, sur le fait que dans le local, il y a une place pour chacun. Et toute la rhétorique nationale, c'est une rhétorique défaitiste. Et puis la France de Michelet, bon ben, je veux dire, d'abord il faut savoir de quoi on parle, et en plus ça fonctionne plus, ça fait rire quoi. Et ça fait rire. Alors je m'en réjouis pas, mais je pense que le retour du local, l'importance et la fabrication quelquefois grotesque des identités locales, ben, fonctionne sur la déshérence des références nationales. Donc c'est un point que je crois assez important. Après, il y a des phénomènes sociologiques qui font que la croyance dans l'État, la croyance parce que c'est Bourdieu qui dit dans ses conférences au Collège de France, en fait, c'est un discours théologique, le discours sur l'État. Ça ne veut pas dire qu'il est faux, mais ça veut dire qu'il est organisé effectivement à travers une administration, mais on est dans l'ordre de la croyance. Et cette croyance à l'ordre de l'État, elle se déplace aujourd'hui sur la croyance dans la collectivité. Et donc l'enjeu local, c'est de construire cette croyance en l'existence d'une collectivité qui serait une collectivité dans laquelle chacun a sa place. Et l'ordre local, c'est proposer une espèce de visibilité d'une scène locale dans laquelle tout le monde a une place. Enfin, je ne sais pas si je suis Oui, clair. mais est-ce que cette vision un peu enchantée du local n'est pas non plus, elle aussi, en train de se défaire aujourd'hui? Bon, enfin, il y a trois constats, moi, qui m'ont frappé. Un constat de nature socio-économique, un constat, on vient d'évoquer, de nature identitaire, et un constat social. Bon, sur le constat socio-économique, aujourd'hui, les collectivités, il faut qu'elles se bagarrent pour faire venir des investisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être dans le monde globalisé, ça veut dire que toute la stratégie des collectivités, c'est d'attirer de l'investissement. C'est-à-dire, pour jouer son rôle dans l'économie mondialisée, eh bien, les collectivités doivent mettre en évidence le fait qu'elles sont homologuées pour cette compétition. Et cette homologation, c'est discourir sur les forces de la collectivité. Donc ça, c'est un premier point qui est important, c'est-à-dire qu'on demande à tous les habitants d'être les médias de cette homologation, si je puis dire. On pourra revenir là-dessus parce que c'est très concret. Ça veut dire qu'on a les universités, on a les ressources culturelles, on a les ressources de formation, on a les ressources de transport, on a les ressources urbaines qui nous homologuent dans la compétition mondiale. Et cette homologation-là, cette nécessité-là, crée un discours consensuel d'attractivité et de développement
qui est une sorte de discours d'une espèce d'oligarchie bienveillante. Et tous les habitants sont pris et sont priés de rentrer dans ce discours-là, avec une force, une prégnance extrêmement organisée, puisque toute la presse ne fait que ça du matin au soir. Donc ça, on pourra en revenir, mais c'est un constat. Et puis, il n'y a pas le choix. Je veux dire, c'est ça ou mourir. Donc, il n'y a pas le choix. Donc, on est très loin des contradictions de classe locale. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les contradictions sociales n'existent pas. Il n'y a que le territoire qui existe. Ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est l'histoire de Longwy. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi sur la reconversion du bassin lorrain. Le bassin lorrain n'était pas cassé, que déjà la patrimonialisation du bassin était en place. Et la mémoire du bassin était construite pour dire il y a une tradition de travail qui est tellement forte, une tradition de qualité de main-d'œuvre, que les investisseurs japonais devraient venir. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Bon, donc premier niveau, c'est le fait que les villes se pensent comme des petites Florence, quoi. Elles sont autonomes, elles construisent leur réseau par-dessus la tête de l'État. Et c'est une nécessité absolue. Deuxième remarque, et je crois que c'est un peu désordre, mais qui est une remarque de type plutôt sociologique. C'est-à-dire que les collectivités sont constituées d'une multiplicité d'habitants qui se regroupent en tribus affinitaires, tribus d'âge, et il faut masquer cet éclatement social en proposant une colle sociale qui fonctionne et qui intègre tout le monde. Alors, c'est quand même très important, et vous le savez mieux que moi, le corps social, ou ce qu'on appelle le corps social, il est quand même bien malade à bien des égards. C'est-à-dire que les études de la Fondation de France ont mis en évidence que 20% des habitants n'avaient aucun réseau, ni réseau familial, ni réseau amical, ni réseau professionnel. Et que plus on est en précarité économique et précarité sociale, moins on connaît de gens, et plus on est seul. En plus de ça, l'impératif aujourd'hui, c'est les bouquins d'Ehrenberg sur la fatigue d'être soi. Hein. L'impératif aujourd'hui, c'est d'être performant, c'est d'être l'entrepreneur de sa vie. Et c'est très fatigant d'être entrepreneur de sa vie. C'est même très difficile. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. La logique dépressive qui traverse nos sociétés, elle est due en partie à ça, c'est-à-dire l'incapacité d'avoir les moyens culturels et sociaux pour inventer sa vie tous les matins. L'injustice sociale aujourd'hui, elle est très liée à ce capital social. C'est-à-dire plus on est aisé, plus on connaît de gens, plus on est pauvre, moins on connaît de gens. Et le rôle de la collectivité, ça va être de fabriquer de la relation sociale. C'est-à-dire si on ne peut pas grand-chose sur les revenus des gens, on peut beaucoup de choses sur le capital social des gens. C'est-à-dire, je dis dans mon bouquin, je crois que l'adage et le cahier des charges aux communicants, c'est pour s'en sortir, il faut faire sortir les gens. Donc l'enjeu, il est de faire sortir les gens. Donc et ça ne peut être fait qu'au niveau local. Et faire sortir les gens, c'est Richard Sennett qui dit la meilleure définition de la ville, c'est rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Et de fait, c'est l'enjeu politique, c'est de faire sortir les gens de chez eux, les faire sortir dans l'espace public, les faire sortir dans les fêtes, c'est-à-dire de construire une émotion d'appartenance à travers une espèce de contrat de distraction, de pacte de distraction que les collectivités mettent en place. Moi, je suis très frappé du fait qu'aujourd'hui, se dire nantais, eh bien, c'est d'abord participer à des événements qui procurent l'émotion d'être ensemble. Alors, toutes les villes mettent ça en place. Mais c'est-à-dire que la fonction sociale de la communication locale, elle devient une nécessité absolue. Donc on est sur la construction d'une communauté. Je reviendrai après sur la façon de faire. Mais puisqu'on parle des gens, eh bien les gens, ce qu'on doit faire pour eux, c'est les faire sortir de chez eux. Si bien qu'en fait, la communication n'a pas tant pour fonction de vanter les mérites d'une ville dans le grand marché de la concurrence entre les territoires que de créer du commun et que de faire advenir en quelque sorte un territoire qui n'est pas forcément donné. La communication, c'est créer un assemblage
Alors, si, c'est aussi communiquer à l'extérieur parce qu'on est en concurrence mondiale. Donc, le marketing territorial, c'est une nécessité. Et ce qui est une nécessité, c'est que les habitants deviennent les médias de ce marketing territorial. Et je crois que tout le monde s'y emploie. Mais au final, le rôle de la communication locale, c'est de construire, c'est de faire croire qu'il y a une collectivité. C'est-à-dire la finalité dans les mots. On parle de collectivité territoriale. Et donc, à partir du moment où on est face à un corps social émietté, à travers de multiples goûts, affinités, à travers de multiples isolements et à travers de multiples dépressions, le rôle premier de la collectivité, eh bien, c'est de faire participer les gens à cette vie émotionnelle et cette vie collective. Et donc ça, c'est un point qui se fait à travers les événements, à travers la fête. D'ailleurs, c'est très marrant, quand on regarde les programmes municipaux, la place des équipements festifs et la place du discours sur le vivre ensemble, même si c'est une formation, c'est un mot creux qui ne veut rien dire au final, parce qu'on vit très bien ensemble en enfer aussi, hein. On vit ensemble. Mais on voit bien quand même que l'enjeu de faire partager un territoire, c'est un enjeu émotionnel. Ça, c'est un point. Après, il y a un autre point qui est important et qui est même central, c'est la question de l'urbanisme. C'est la question de l'histoire urbaine. Et l'autre façon, il y a la notion de sortir, il y a la notion de la fabrication de la ville, et puis après il y a la notion de la gestion politique. Sur la fabrication de la ville, peut-être on peut en dire un mot tout de suite. Comme dit Régis Debray, que ferions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas, effectivement. Donc, la cohésion sociale, elle se construit sur l'inactuel, en fait, en grande partie. C'est-à-dire sur un discours sur l'histoire de la ville, sur la trace patrimoniale, la trace de l'histoire. Je pense que Nantes est une ville qui a bien réussi de ce point de vue, la capacité à mettre la trace patrimoniale dans un discours de modernité à travers le travail de Chemetov, notamment sur l'île de Nantes. Mais ça, c'est un point essentiel. Et, juste pour illustrer, il y a une citation dans le livre du géographe Jacques Lévy qui dit « Le patrimoine est l'invention permanente du passé dans le cadre d'un projet ». Oui, absolument. Et d'ailleurs, l'autorité des élus se construit dans leur capacité, alors ce n'est pas toujours le cas, à construire un dialogue de culture entre les morts et les vivants, quoi. C'est-à-dire entre l'histoire de la ville et l'histoire des projets de la ville. C'est pour ça que moi, quand j'étais en fonction, j'ai fait des expositions de rétroprospective, c'est-à-dire comment on pensait la ville il y a 100 ans et comment on pensait la ville il y a 50 ans. On s'aperçoit d'ailleurs que non seulement on a toutes les traces de ces époques-là, mais que l'ambition de ces époques était beaucoup plus grande et beaucoup plus mégalo que la nôtre, d'une certaine façon. Donc là, c'est cette histoire que l'histoire doit sourdre de la ville. Et le dialogue des cultures, c'est entre l'actuel et le passé. Et ce n'est pas un baratin d'intello, c'est le fait que pour s'approprier la ville, il faut en faire récit de la modernité de son histoire ou de l'actualité de son histoire. Donc ici, ça a été fait de façon géniale avec le mémorial sur l'esclavage, là, qui a permis et qui permet, après le festival des Trois Continents, etc., de réintroduire les populations d'origine africaine dans l'histoire nantaise. Et ce travail sur la mémoire postcoloniale que Nantes, coloniale et postcoloniale qui a été fait à Nantes, un peu fait à Bordeaux, moins, et fait un petit peu quand même sur le grand projet de ville à Bordeaux, où il y a eu un travail de fait sur les cités, des cités d'urgence, les cités d'accueil, toutes les populations qui sont venues travailler à Bordeaux et qui n'étaient pas logeables dans la ville historique. Bon, ce travail-là, il est fait en local, il n'est pas fait en national. Et une des raisons pour lesquelles la positivité du local existe, c'est que précisément, ce travail sur l'histoire et la possibilité de réintégrer les horreurs de l'histoire dans la vie et dans l'histoire locale, c'est une des conditions pour que les habitants en fassent partie. Donc ça, c'est un point qui paraît essentiel. Alors, le deuxième point de la ville qui est essentiel,
c'est de pouvoir produire un discours sur le présent. C'est-à-dire que la ville, c'est un endroit dans lequel on se balade. La ville, c'est le lieu de l'émotion, c'est le lieu du plaisir, c'est le lieu de la déambulation. Donc, faire échapper au discours fonctionnaliste des ingénieurs de la ville un discours sur l'émotion urbaine et sur la qualité urbaine, ça fait partie de la capacité qu'on doit avoir pour intégrer les habitants à partager un territoire commun. Alors ça se fait concrètement, on pourra en discuter avec le travail des artistes, ça se fait sur une capacité à créer, comme on dit, c'est sentir la ville avec les yeux, quoi. Et ce travail-là, c'est le travail de l'éphémère. Et la modernité, c'est proposer de l'éphémère, des regards éphémères, des regards artistiques dans le présent de la ville. Et puis le troisième temps de la ville, évidemment, c'est le projet. Et le projet, c'est la promesse qu'il y a une place pour chacun. Et c'est la promesse que la ville va tenir son rang et sa place. Et d'où la référence encore à l'histoire. C'est-à-dire que la justification de l'avenir de la ville se trouve dans l'histoire de la ville. C'est-à-dire que les élus, par exemple, parce que c'est très violent, enfin l'urbanisme, c'est quelque chose d'horriblement violent. C'est je détruis et je recompose. Donc cette violence du prince, elle est acceptable que si elle se met dans la logique d'une continuité historique. Et c'est vrai à Nantes, c'est vrai à Rennes, c'est vrai à Bordeaux. C'est-à-dire que toute la promesse de demain est justifiée par une histoire passée. Et cette espèce de structure ternaire avec nos prédécesseurs avaient des projets, ont construit la ville qui fait patrimoine économique et patrimoine social. Aujourd'hui, il y a un regard artistique, il y a un regard esthétique, il y a un regard de plaisir de la ville, d'aménités urbaines auxquelles on invite les gens. Et puis le projet, c'est on va gagner la concurrence mondiale, on sera toujours présent. Et en plus, je vous promets que quel que soit votre revenu, quelle que soit votre situation familiale, il y a une place pour vous dans la ville de demain. Alors, tu viens d'employer à plusieurs reprises le terme de promesse, et c'est peut-être là que le bas blesse. Parce que quand la promesse n'est pas tenue, y compris pour des raisons qui échappent complètement aux gens qui dirigent la ville. Là, par exemple, l'ex-CEITA à Carquefou va fermer. Quand tu vas parler de promesses aux gens qui viennent de perdre leur emploi, c'est pas très très audible. Et les reproches, en fait, qu'on adresse souvent à la communication, et notamment à la communication territoriale, c'est dire, ok, on entend bien tout ce que tu viens de dire sur la nécessité de créer du commun, sur l'importance d'un discours mobilisateur, sur ça, mais quand l'écart est trop grand entre la promesse et la vie quotidienne des gens, est-ce que la communication ne consiste pas en fait à nous faire prendre des vessies pour des lanternes? Bien sûr que non. La communication, c'est un combat, c'est l'imposition d'une doxa, et c'est au nom de cette doxa que les politiques publiques se développent. Donc la communication, c'est imposer une doxa, c'est-à-dire une façon de penser. D'où le terme de propagande. Exactement. C'est-à-dire que la parole politique, c'est d'abord ça. Et c'est pour ça que moi je suis toujours étonné du fait que l'information serait démocratique et la communication ne serait pas. Mais la politique, c'est d'abord communiquer une représentation de l'avenir. Une représentation du passé, j'en ai parlé, une représentation de l'avenir. C'est communiquer une doxa dominante. Alors après, une fois qu'on a dit ça, il est nécessaire de critiquer cette doxa. Mais c'est les deux temps. C'est-à-dire que la communication, c'est imposer des représentations, c'est-à-dire les représentations qui viennent des positions sociales des acteurs dominants, et en même temps, c'est mettre en cause cette représentation. Et la communication, c'est ces deux temps-là. Et là où c'est difficile, c'est que comme les gens sont très apathiques, c'est-à-dire qu'il y a un consentement à l'ordre local, c'est presque aux collectivités d'organiser et la doxa et la contradiction de la doxa. Alors maintenant, pour répondre à la question sur la CEITA, en fait, le mécanisme local, c'est que les élus et la société locale n'est pas responsable d'une fermeture d'une entreprise. C'est l'incurie des autres.
C'est toujours l'incurie nationale, c'est toujours l'incurie d'acteurs qui sont absents. Et d'ailleurs, le discours dominant des collectivités, c'est si la collectivité pouvait être encore plus collectivité, c'est-à-dire plus fidèle à elle-même, eh bien, elle se porterait mieux. Moi, j'étais très frappé du fait qu'à Rennes, puisque j'habite Rennes, on a quand même perdu près de 10 000 emplois à PSA. Les élus n'ont jamais été mis en cause. Jamais. C'est l'incurie nationale, c'est l'incurie de la direction d'entreprise. Et alors, le paradoxe total, et on voit ça aussi d'ailleurs en Bretagne où il y a les bonnets rouges, c'est-à-dire qu'on ne dénonce pas l'incurie des chefs d'entreprise, on ne dénonce pas l'incurie des responsables, on dit il faut que le territoire se modernise. C'est-à-dire qu'en fait, la bagnole, c'est un objet obsolète, ou en tout cas la bagnole diesel classique. Bon, donc le problème, ce n'est pas l'incurie de l'économie, des responsables économiques. Le problème, c'est la modernité du territoire. C'est extraordinaire, d'ailleurs, à quel point ça fonctionne. Quand vous avez vu sur les bonnets rouges, enfin, c'est complètement incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même un lobby local, patronal, autour de Locarno en particulier, avec des gens... L'Institut de Locarno. Enfin, c'est absolument dingue, qui ont fait sonner le tocsin contre la France. Enfin, Glon a fait sonner le tocsin. Bon, alors ça répond à la question, c'est-à-dire que c'est pas les élites ni les pouvoirs bretons qui sont responsables, c'est la France, c'est le niveau national. Et ce mécanisme-là de déconflictualisation, de déresponsabilisation économique aussi, d'une certaine façon, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. C'est-à-dire que ce qu'on donne à voir en local, c'est que tous les acteurs responsables se cassent le tronc pour développer l'économie locale. Et en fait, ils le font aussi. Et c'est l'histoire d'une entreprise qui se casse la figure, elle est tout de suite absorbée par le fait que la responsabilité n'est pas locale. Alors, justement, l'exemple des bonnets rouges et de la Bretagne est intéressant parce qu'il y a des pages assez savoureuses dans le livre sur la manipulation communicante autour de soi-disant valeurs bretonnes. Est-ce que tu peux développer ce cas ? C'est-à-dire que il y a dans le livre, j'ai un chapitre qui s'appelle les machines identitaires. C'est-à-dire que pour masquer les contradictions sociales, il faut créer une identité partagée. Donc là, le travail des communicants et le travail des élus, c'est de construire des identités territoriales, en montrant que ces identités territoriales, elles sont singulières et qu'elles construisent une sorte de ressource psychologique. Donc c'est Emmanuel Castells qui dit le travail sur les identités, il est intéressant parce qu'il est légitimant, il est de résistance, il est de projet. Il est légitimant, c'est-à-dire que ça montre que puisque les pouvoirs sont eux-mêmes des pouvoirs locaux, ils sont légitimes. Identité de résistance, ça veut dire que rien ne peut arriver à une collectivité qui a une identité forte. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les gens fonctionnent, c'est-à-dire on a une telle confiance dans Bordeaux, dans Marseille, dans Nantes, dans la Bretagne, etc., que ces machines identitaires, elles fonctionnent très bien. C'est-à-dire, elles fonctionnent comme des identités de résistance. Il y a une espèce de ressource psychologique qui reste, et on veut faire croire aux gens que cette ressource psychologique fait que finalement, rien de mal pourra leur arriver. Et s'ils pouvaient être encore plus bretons, eh bien, ce serait encore mieux, quoi. Et alors, pour rentrer dans la Bretagne, c'est un peu frustrant, parce que la Bretagne alors, a travaillé, mais Nantes aussi, hein, je crois, sur des diagnostics identitaires. Donc, et donc, le diagnostic identitaire a été confié à des gens des boîtes de marketing qui ont construit un discours sur la Bretagne éternelle. Les Bretons sont courageux, ouverts, fiers, solidaires, voilà, etc. Et ben, le pire, c'est que, enfin, le pire, c'est un jugement de valeur, mais ça marche à fond la caisse, quoi. Ça marche à fond la caisse. Et donc, ça me rappelle quand même quelques discours plus ambigus, quoi. La terre ne ment pas, quoi. La Bretagne ne ment pas, quoi. Alors, je ne ramène pas tous les politiques à ça. Je pense qu'il faut être... enfin, je veux pas, mais quand même, c'est un phénomène très fort, et les bonnets rouges, c'est le phénomène frustre par excellence de cette histoire. Et à force d'avoir une confiance en soi, eh bien, on finit par avoir
Enfin, c'est Narcisse et l'écho, quoi. C'est ce que je dis dans le bouquin. C'est-à-dire, à force de se trouver beau, on finit par tomber dans le lac. Et à force de n'entendre que soi, on n'est plus du tout en alerte. Et les stratégies identitaires, ce n'est pas des stratégies économiques. Mais il y a un gars que j'ai envie de vous raconter, c'est l'Ille-et-Vilaine quand même. Donc l'Ille-et-Vilaine, comme plein d'autres départements, il fallait un complément d'objet. On disait les habitants d'Ille-et-Vilaine. Et c'est apparu comme... Comme la Loire-Atlantique. Comme la Loire-Atlantique, comme le Loiret, comme la Seine, etc. Et donc le président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine trouvait que c'était un vrai problème politique de ne pas pouvoir avoir un Gentilé. Et donc on a créé, après moult procédures, un travail sur la recherche d'un Gentilé qui est les Brétiliens. Et le président du département disait c'est une affaire sérieuse, il faut un nom de famille. Il faut un nom de famille, quoi. Donc on voit bien le déplacement et il faut que l'ensemble des Brétiliens partagent la même identité et partagent le même plaisir d'être ensemble, quoi. Donc on voit comment on passe. Enfin, moi, je suis un vieux marxiste, hein, donc autrefois, il y avait des positions sociales, des expressions de position sociale, des expressions de représentation sociale. Bon, tout ça, ça c'est fini. C'est-à-dire que les appartenances de classe, elles meurent et on construit des identités territoriales. Et donc le président, il se disait, je suis chef de famille, quoi. Donc ça prend des formes un peu caricaturales, mais c'est un mécanisme qu'on trouve partout au travail, quoi, partout en place. C'est-à-dire que le local est intéressant parce que c'est un laboratoire. C'est le laboratoire politique de la dépolitisation. C'est-à-dire que c'est le laboratoire politique, parce qu'il s'agit de politique en définitive, et de dépolitisation parce qu'en fait, on masque, et on fait un travail lourd là-dessus, pour masquer toutes les contradictions d'intérêt, toutes les contradictions sociales, au profit de la construction d'une identité partagée et d'un assemblage des habitants autour de référents communs. Et je l'ai fait, comme d'autres, mais il faut avoir conscience que quelquefois on le fait avec des sabots énormes. Alors les communicants territoriaux sont très loin d'être les seuls à fabriquer l'identité. Il y a des pages tout à fait intéressantes sur le rôle joué par la presse quotidienne régionale qui connaît une importance toute particulière dans l'Ouest. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur la presse. Je crois qu'il n'y a pas de journaliste dans la salle, donc tu peux parler librement. Je me souviens d'une anecdote personnelle. J'ai travaillé à Ouest France, donc, et j'avais été accueilli par le rédacteur en chef de Ouest France, qui s'appelait Eugène Brûlé, qui était un journaliste pour qui j'avais beaucoup d'estime, et qui me dit en me recevant, nous sommes une presse humaniste, nous sommes un peu la gendarmerie, un peu l'Église. Et donc, voilà, c'était l'ordre local qui s'exprimait. Alors, comment ça fonctionne ? Moi, j'ai toujours été frappé qu'on achète la presse, en fait. On achète quoi ? Et je le mets dans le bouquin. Il y a une dame à qui on demandait pourquoi elle achetait la presse locale. Elle disait qu'elle achetait tous les jours parce qu'il faut bien, quoi. Il faut bien se tenir au courant, il faut bien savoir quoi penser, quoi. Et de fait, on achète une espèce de galerie de personnages. Vous savez, dans Ouest France, puisqu'on a Ouest France ici, c'est entre 100 et 200 personnes chaque jour en local qui sont citées. Donc on achète une galerie de personnages, c'est-à-dire on achète une sorte de petit théâtre, un théâtre de culture, théâtre commercial, théâtre de sport, etc. Et donc les gens achètent une galerie de gens qu'ils ne connaissent pas et qui finissent par aimer ou détester sans les avoir jamais connus d'ailleurs. Donc on a quelque chose d'assez magique, c'est-à-dire on incorpore dans son psychisme des identités de personnes qu'on ne connaît pas, mais qui deviennent extrêmement familières. Donc ça, c'est un point assez important. Et cette scène-là, ça construit un ordre local, c'est-à-dire un système d'assignation, c'est-à-dire voilà la position des gens qui comptent. Alors c'est très intéressant parce que ça dit à chacun quelle est la place qu'il doit avoir. Donc, vous êtes par exemple responsable d'une association, vous envoyez un communiqué, et ce que vous attendez, c'est le retour du communiqué, c'est-à-dire la place effective que vous occupez dans l'espace local. Et donc, cette galerie de personnages qu'on voit, c'est bien plus que des galeries de personnages, ça construit un ordre.
Alors ça construit un ordre à travers évidemment l'ordre institutionnel, mais alors quand Ouest France ou la presse locale ne suffit pas, on a la presse institutionnelle qui donne à voir des méritants. Alors moi je l'ai fait, c'est-à-dire on choisit des gens qu'on met dans la presse, qui sont des gens sympas, qui sont des gens qui portent la modernité et la solidarité et toutes les valeurs du territoire. Donc on a une espèce de scène dans laquelle on a les méritants économiques, les méritants culturels, les méritants associatifs, monsieur, madame, tout le monde qui s'investit dans le travail d'alphabétisation, soutien scolaire, etc. On a les méchants, qui sont les délinquants. On a les très méchants, ceux qui sont très dangereux, les accidents de voiture, etc. Et donc, ça construit un ordre. Alors, la question que je pose dans le bouquin, c'est que c'est le propre de la presse écrite, quand même, de cet ordre local. Et ce rapport à l'ordre local se construit par la scène que propose la presse écrite. Et si on n'est que sur une communication numérique, c'est-à-dire une communication individualisable, très soutenue par l'information pratique, et bien c'est tout ce rapport au territoire, tout ce rapport à la scène locale qui disparaît. Et donc, l'intégration territoriale risque de se faire encore moins. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des jeunes qui ne lisaient pas la presse. Il y a toujours eu des gens qui ne payaient pas leur écho au père, comme on dit. Mais quand ils vieillissaient, qu'ils commençaient à se mettre en couple, qu'ils avaient des enfants, etc., il fallait forcément lire la presse parce qu'on avait besoin d'informations pratiques et un peu d'informations institutionnelles. Aujourd'hui, c'est plus vrai du tout, puisque toute l'info pratique, on l'a sur le numérique, et l'info de loisirs, on l'a également. Donc, les mauvais fils risquent d'être encore plus nombreux. C'est-à-dire le rapport à l'ordre que propose la presse territoriale et la presse institutionnelle, que la presse locale ou la presse institutionnelle, bon, est quelque chose qui est en déshérence. Alors justement, les magazines municipaux dans ce paysage. Alors les magazines municipaux, ben, ils disent les mairies. Il y a bien un magazine municipal, La Reine aussi. Alors les magazines municipaux se ressemblent beaucoup parce qu'ils ont les mêmes fonctions. Donc en gros, les magazines municipaux, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils élisent d'abord les méritants, donc ce que je disais tout à l'heure, les gens qui par leur action locale montrent qu'on est sur un territoire de solidarité. Ils élisent les innovants, c'est-à-dire tous les gens qui font de la culture, en montrant d'ailleurs que la culture locale est évidemment beaucoup plus dynamique qu'ailleurs. Bon. Ils élisent les acteurs économiques qui créent des start-up ou qui innovent. Et si c'est dans le numérique, ça veut dire que le territoire est dans la compétition mondiale. Et puis, ils élisent les élus, ils montrent les experts. Alors, j'ai oublié. Alors, les experts de l'administration qui donnent l'agenda et qui donnent l'ordre des choses. Les experts externes, les universitaires qui mettent à profit leurs compétences pour valoriser une des politiques publiques. Et puis, les élus. Alors, la règle qu'on avait dans la collectivité dont je m'occupais, c'est que dès qu'il était question d'une politique publique, il y avait la présence d'un élu qui apparaît comme un expert, l'expert en plus. Donc, et puis, il y a l'éditorial du maire qui est garant de l'ordre municipal et garant de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire du principe d'héritage. C'est-à-dire, on a hérité d'une ville et l'héritage que j'ai trouvé et l'héritage que je laisserai. Et ce principe d'héritage est à la base de l'autorité du maire. Donc les magazines municipaux, mais il y a d'autres choses qui fonctionnent. C'est-à-dire tout le système aussi d'autorité publique est présent dans la presse territoriale. C'est-à-dire que, alors on peut donner quelques exemples. Les élus reçoivent beaucoup d'universitaires, de colloques, etc. Donc, quand ils ouvrent ces colloques, ils montrent que la ville et eux-mêmes sont porteurs de réseaux et d'autorité. Il y a toutes les manifestations de toute nature, le 14 juillet. Et donc, la presse de la collectivité montre l'officialité, en fait, qui est à la source de l'autorité publique. C'est-à-dire que le maire, à travers un certain nombre d'événements, ce qu'on appelle les marronniers, la presse affiche ce statut d'autorité publique
et en même temps affiche la proximité de l'élu. Alors, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense que ce système-là, qui est très efficace, il est menacé. Il est clairement menacé par l'indifférence de plein de gens. Il est clairement menacé par l'obsolescence des messages. Et il est clairement menacé par l'ordre numérique. Alors, on peut peut-être parler de ça. Donc, sur l'ordre numérique, 2 ou 3 choses d'abord. Première chose, l'administration est extrêmement sensibilisée aux capacités nouvelles que donne le numérique en matière de gestion. C'est-à-dire que c'est la mise en place de l'e-administration qui est plus économique, qui est plus efficace, qui est plus disponible, qui permet donc de gérer les services publics de façon bien meilleure. Ça permet également de gérer les services publics en fonction des comportements des gens. C'est-à-dire que le principe même de l'e-administration, c'est qu'on a une traçabilité comportementale des habitants et c'est service contre données, quoi. Donc jusqu'à présent, ça fonctionne bien, mais ce qu'on voit, c'est... J'étais encore la semaine dernière à un colloque sur les smart cities. Bon, tout le monde est absolument accro de la gestion de la ville connectée. Donc ça, c'est une première réflexion. Et dans la ville connectée, on n'a pas besoin d'avoir des bulletins municipaux. Il suffit d'envoyer l'information personnalisée aux gens sur leur boîte mail ou sur un portable ou sur tout autre système. Donc c'est assez ringard que d'avoir un canard municipal diffusé à tout le monde, lu par 20% des gens, c'est-à-dire que 80% des gens le feuillettent mais ne le lisent pas. Et il est beaucoup plus efficace d'avoir des messages personnalisés. Donc ça, c'est un premier niveau qui mérite une certaine réflexion, à mon sens. Le deuxième niveau, c'est que le numérique permet une horizontalité nouvelle, c'est-à-dire ça permet de s'arranger entre tribus pour mettre en place des services. Il y a un exemple qui est bien connu dans toutes les villes. Par exemple, les parkings relais. À Rennes, les gens ont mis en place un système de parking relais sauvage. C'est-à-dire, il y a des parkings relais mis en place par la collectivité, sécurisés, etc. Mais ils sont un petit peu plus loin. Donc, les gens se démerdent pour se retrouver sur un champ. Bon, donc c'est assez typique d'une organisation pratique qui fait que la ville est court-circuitée, quoi. Je pense aussi, d'ailleurs, d'autres choses plus positives. C'est mis en place dans ma commune des ateliers de réparation de vélos. Ce n'était gratuit. Ce n'est possible que parce qu'il y a une organisation à travers les réseaux sociaux. Donc, il y a une espèce d'autonomie qui se met en place. La libération des données, ce qu'on appelle l'open data, fait que finalement, il y a un certain nombre d'applications qui se mettent en place à travers le monde marchand. Et donc, les applications et les données qui ne trouveraient pas leur marché, du coup, le service disparaît. Donc, on voit bien qu'après avoir un grand discours sur la notion démocratique de l'open data, en fait, c'est le marché privé qui se récupère les données et qui met en place des applications. Donc alors, troisième évolution tout à fait passionnante, c'est ce qu'on appelle la ville hybride. La ville hybride, c'est le croisement de la ville virtuelle avec la ville réelle. Alors, par exemple, à Rennes, on a fait, mais ça fait partout, on a mis en place un travail avec l'Opéra, avec Alain Assurance, le directeur de l'Opéra, avec un travail de mobilisation sur les réseaux sociaux pour un événement qui était la Traviata, retransmis en très haute définition sur un écran géant. Et il y a eu 10 000 personnes qui sont venues suivre la Traviata sur un écran. Plus des écrans qui étaient mis à Vannes et à Saint-Malo. Donc au total, il y a 15 000 personnes qui se retrouvaient à un même moment pour un même événement. Et donc ces capacités d'hybridation sont tout à fait passionnantes. Alors on pourra en discuter parce que j'ai plein d'autres exemples, dans le monde marchand et dans le monde collectif, dans le monde public. Cette hybridation de la mobilisation sur les réseaux sociaux et qui se retrouve sur un espace physique, c'est quelque chose d'assez intéressant et d'assez nouveau. Je voudrais qu'on aborde un dernier point, mais qui est tout à fait capital et que tu as effleuré d'ailleurs dès le début de notre conversation.
c'est celui du retour, alors du retour hypothétique du politique dans le local. Puisque, en fait, l'argument central, l'argument principal de l'ouvrage, c'est de dire, voilà, il faut assumer la communication comme propagande, il faut assumer le choc des imaginaires, le choc des représentations. Et les élus ont bien tort de plus en plus de ne plus assumer leur parole comme une parole politique, comme une parole idéologique, mais je cite le livre, de se contenter d'une parole d'expert ou d'une parole du dévouement. Je vois Goulven Boudik qui est arrivé là, qui est tout au fond de la salle, qui dans le prochain numéro de Place Publique présente une analyse des élections municipales et dit, voilà, ça serait peut-être bien que les élus profitent de cette élection pour s'apercevoir qu'il est temps de refaire de la politique. Quelles sont les chances ou les possibilités de ce retour des élus locaux vers une action politique assumée? Je ne saurais pas dire, mais peut-être que moi, ce que je constate, en fait, c'est que la vie locale, elle s'organise autour d'émetteurs constitués, de corps constitués. C'est-à-dire un système de lobby légitime, qu'il soit associatif ou qu'il soit privé. Et on construit un consensus de développement à partir de ces lobbies. Et puis, à côté, il y a un discours social. Plus on est de gauche, plus on le définit dramatiquement. C'est-à-dire qu'il faut être absolument dramatique si on veut être reconnu comme quelqu'un très à gauche. Et puis, ces deux réalités coexistent. Bon. Ce qui n'existe pas dans la collectivité, c'est l'opinion. C'est les gens ordinaires, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas constitués en émetteurs. Alors, je sais tout le mal qu'il faut penser de l'opinion. Je sais tout le mal qu'il faut en penser, c'est-à-dire que c'est... Mais l'opinion, elle est effectivement nécessaire, c'est-à-dire c'est la figuration du peuple absent. Bon. Et travailler sur la production de l'opinion, c'est quand même un peu nécessaire. Et elle est absente du débat local. Alors l'opinion, c'est pas majorité-minorité. L'opinion, c'est un certain nombre de... Il y a un essayiste américain qui s'appelle Simon Chiclet qui dit « Chaque question politique divise le corps social d'une façon nouvelle ». Et de fait, on le sait bien pour les gens qui ont une culture du marketing, dès qu'on a un sujet, ça découpe le corps social en fonction du sujet. Et cette découpe-là, elle est différente, encore une fois. Ce n'est pas les mêmes groupes sociaux qu'on peut identifier selon qu'on parle de culture, selon qu'on parle de pédagogie ou selon qu'on parle d'urbanisme. Et ce travail-là d'écoute et de production de l'opinion, il n'existe pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que les procédures dites de concertation sont dans l'enfance, quoi. C'est-à-dire que, on peut peut-être en dire un mot, c'est-à-dire que les procédures de concertation, souvent, c'est essayer de faire parler les gens de leurs besoins, de leurs usages. À telle enseigne d'ailleurs que on parle de maître d'œuvre, maître d'ouvrage et maîtrise d'usage. Autrement dit, on fait ce qui est élémentaire, c'est-à-dire des études de besoins des gens. Bon. Mais dès qu'on veut aller au-delà de la logique d'usage, on se heurte à la problématique des procédures. C'est Cynthia Fleury qui dit, vous savez, la démocratie, c'est affaire de culture et de procédure. Bon, je pense que la culture démocratique, il y a du travail, mais je pense que les procédures, il y a tout à faire. C'est-à-dire que la procédure de concertation, elle est liée à l'objectif qu'on se donne. Si on cherche des besoins des gens, il y a des procédures. Si on cherche des besoins des riverains, il y a des procédures. Si on cherche à travailler sur une stratégie, c'est d'autres procédures. Si on cherche à interroger les gens sur les valeurs sociétales, c'est encore une autre procédure. Donc, c'est pas pareil de faire une conférence de consensus et de faire une réunion de quartier, quoi. Mais tout le monde le sait, simplement. Le travail d'ingénierie participative, il est en enfance. Parce qu'il n'y a pas de méthode bonne, il y a une méthode par rapport à un objectif. Alors, je reviens à ce que je disais, le problème de la vie politique, c'est
d'ouvrir le débat contradictoire. Et pour l'instant, le débat contradictoire, il est capté de deux façons. Il est capté par un entre-soi politique. Moi, je dis souvent, la contradiction est trop importante pour la laisser à la classe politique. Vous avez peut-être insisté à des conseils municipaux, c'est terrible, quoi. C'est-à-dire que les dossiers arrivent ficelés, et puis après, il y a un jeu de rôle où les responsables de groupes politiques s'invectivent pour montrer leur appartenance politique. C'est parodique, ça n'intéresse que l'entre-soi des élus, et puis la presse locale qui pourra éventuellement faire une petite vacherie le lendemain. Mais c'est dérisoire, quoi. Moi, je me suis tapé 4 ans de conseils municipaux, je veux dire, c'est effondrant, quoi. Et donc, le débat local, il ne peut pas être préempté uniquement par la classe politique, il est préempté uniquement par les lobbies. Et ça nécessite donc un travail de sciences sociales sur l'opinion. Alors c'est difficile, pourquoi ? C'est difficile parce qu'il faut produire des méthodes, et c'est difficile aussi parce que ce que disent les gens, c'est souvent idiot, au premier degré. Et ça ne l'est pas du tout au deuxième degré. C'est-à-dire que ce que disent les gens, le sens doit en être révélé. C'est-à-dire que globalement, les gens ne sont pas documentés, comme on dit maintenant. Donc ils peuvent s'exprimer dans un conservatisme fort ou s'exprimer dans un utopisme fort. Mais que ce soit une parole conservatrice ou une parole utopique, cette parole, elle a un sens, elle doit être décryptée, elle doit être travaillée. Je prends un exemple. Sur les stratégies urbaines, dans la ville où j'ai sévi, les gens étaient très hostiles à certains quartiers. Le discours dominant, c'est développement durable, donc vous n'êtes pas responsable, et puis vous êtes inculte, vous n'aimez pas l'architecture moderne. Donc c'était une espèce d'imposition culturelle sur l'architecture de demain, et puis après un discours sur le fait qu'il faut se serrer, il faut se densifier, parce que l'écologie, c'est faire la place aux autres, voilà. Donc c'était un discours de renoncement à de la surface, renoncement à la bagnole, renoncement de ça. Les gens s'exprimaient sur 2 trucs. En fait, ils avaient peur que le quartier qui se construit modifie leurs relations sociales. Et j'ai dit en début, Dieu sait si le problème des relations sociales, c'est fragile. Donc le travail, il n'est pas un travail d'imposer culturellement un discours une doxa urbaine d'urbaniste à la mode. Il est de comprendre que les gens ont la trouille sur leurs relations sociales. Voilà. Et donc c'est un exemple pour dire, et puis d'autre part, que le discours de développement durable, il est compris comme un discours punitif et pas comme un discours de désir. Bon, alors à partir du moment où on dit serrez-vous et puis dépensez moins d'énergie, il faut déjà être vachement cultivé politiquement pour accepter ça. Bon, donc le débat, il n'est pas là où les élus l'ont posé. Le débat, il est sur la préservation de la qualité des relations sociales dans un quartier. Bon, mais je pourrais prendre 36 000 exemples. Et donc c'est la raison pour laquelle refaire de la politique, oui, bien sûr, ça veut dire libérer la contradiction. Et je pense d'ailleurs que les consensus à faire seraient d'autant plus riches et les projets seraient d'autant plus forts qu'il y ait au préalable une instruction de la contradiction. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'administration instruit les dossiers, une question, une réponse, c'est habillé par les élus comme de l'inéluctable et de la valeur collective. Et dès qu'on critique, c'est au nom des intérêts individuels, donc on n'est pas légitime. Et puis de toute façon, vous n'êtes pas des sachants, quoi. Donc le travail est énorme. Je pense que moi je fais partie des gens qui poussent à la roue pour que ce travail se fasse. Maintenant, on peut avoir une autre point de vue. C'est que tout ça, c'est complètement dépassé. C'est-à-dire que l'ordre des choses domine, la raison dominante est telle que finalement, il n'y a pas de débat à avoir. C'est-à-dire demander aux gens, par exemple, de choisir entre une politique de l'offre et une politique keynésienne de la demande, c'est pas possible. Je veux dire, comment les gens sont compétents, ils ne sont pas compétents. Donc, il y a un débat de compétents. Et puis le peuple, ce qu'on lui demande, c'est d'aller à la fête, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire une bonne ville, c'est une ville de service, c'est une ville de soins, et c'est une ville de distraction. Et pourquoi pas ? Philippe. Alors, moi, je vais réagir un petit peu par rapport aux derniers propos et au premier concernant l'abstention. Donc, je m'exprime un petit peu en tant que président d'un conseil de développement.
Je trouve que votre analyse sur l'abstention est quand même un peu rapide. Dire qu'il y a une abstention finalement d'approbation passive, bon, sans doute, il y en a un petit peu. Mais quand même, le constat qu'on est obligé de faire, c'est que notre système de démocratie représentative ne fonctionne plus vraiment. Vous l'avez dit vous-même, vous l'écrivez dans votre livre. Aujourd'hui, la majorité qui s'installe dans une ville, elle est élue au maximum par 30% des citoyens inscrits. Au fond, quelque part, il y a 30% des citoyens qui ont délégué leur pouvoir à des élus qui sont chargés de gérer la collectivité. Mais si je dis ça à l'envers, ça veut dire qu'il y a 70% des citoyens qui n'ont pas délégué leur pouvoir. Et qui font que pendant la durée du mandat, ils se sentent légitimes finalement à contester des projets qui étaient pourtant dans le programme proposé par la majorité qui a été installée. Et donc, de notre point de vue, je le dis du point de vue du Conseil de développement, il faut redonner la parole aux citoyens, mais sans doute d'une autre manière que celle que vous évoquez aussi, et que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est celle de la concertation, qui est plus de la communication, quelque part. Et donc, nous, on pense, et on l'écrit, on le dit, qu'il faut dépasser la démocratie représentative parce qu'elle ne fonctionne plus. Et donc, il faut sans doute imaginer d'associer le citoyen non plus simplement en le consultant, mais en lui permettant de participer à la décision. Par exemple, en mettant à côté des élus des citoyens tirés au sort. Alors, tout ça paraît simple comme ça, c'est pas si simple que ça, parce que ça pose aussi, et vous venez de le dire dans la fin de votre propos, ça suppose la nécessité de former les citoyens, de les informer et de les former. Nous, au Conseil de développement, on prétend être un de ces lieux de formation des citoyens, c'est-à-dire d'organiser du débat contradictoire, et donc, quelque part, de faire monter la connaissance des citoyens par rapport aux problématiques et aux projets qui concernent le territoire. Mais voilà, je voulais juste faire cette remarque-là. Vous pourrez réagir par rapport à ça. On pense qu'il faut quand même se poser maintenant la question de comment on améliore. Il n'est pas question de remettre en cause la démocratie représentative. Mais en même temps, on voit bien qu'aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. Et donc, la question, c'est comment on lui permet de fonctionner en remettant le citoyen dans le jeu pendant les 6 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être dans un système où on a délégué son pouvoir à un moment et on le remet en cause 6 ans plus tard. Aujourd'hui, les citoyens n'admettent plus ce système. Voilà, ça c'est une remarque, mais vous pourrez réagir. Après, je voudrais revenir sur votre métier de communicant et pour venir peut-être sur un deuxième aspect que vous avez assez peu évoqué, puisque vous étiez directeur de la communication de la ville de Rennes, mais aussi de la métropole. Alors je reprends ce que vous dites. En gros, pour un communicant, je crois que j'ai lu ça, c'est organiser la croyance, l'appartenance et la confiance dans une collectivité proposée comme une identité constituante. Est-ce que ça marche encore, ça, pour une agglomération de 30, 40, 50 communes? Est-ce que ça marche pour une région? Alors je vais en citer une, les Pays de la Loire. Vous avez parlé de la Bretagne, Monsieur Le Drian, et vous l'avez dit, a été élu sur un slogan qui était plus de Bretagne, donc on voit bien que ça peut marcher sur certains territoires. Mais est-ce que ça peut marcher pour une métropole, qu'on commence à voir des citoyens qui, en gros, et des élus d'ailleurs, de communes qui disent « Ah, ça, c'est pas moi, c'est la métropole ». Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de refaire l'État, si je puis dire? Je fais un raccourci très, très rapide. Est-ce qu'on n'est pas en train finalement d'instituer, ou on ne prend pas le risque d'instituer un rejet par rapport à une entité supérieure qui s'appelle la métropole, la région, etc. Donc, première question, les limites de la démocratie représentative. Bon, moi, je m'en tiens à ce que je vois. Donc, je suis pas
pas de culture de sciences politiques particulière. Mais la question que vous posez, c'est celui de l'imaginaire politique local. Bon. Alors, on part de loin quand même, parce que les habitants, c'est d'abord des habitants. C'est d'abord des demeurants, et qui donnent une gestion déléguée de leurs besoins à des gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans l'imaginaire du peuple. D'ailleurs, il n'y a pas... Moi, je pense que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, quoi. D'abord, pourquoi... Enfin, quel est l'implicite d'exiger des gens, des habitants de Nantes, d'être des citoyens? Quel est l'implicite? En fait, c'est des habitants à qui on a expliqué qu'une bonne municipalité, c'était une municipalité dont les services fonctionnaient. Bon. Et à Nantes en particulier, il y a un tramway qui fonctionne, qui a une fonction d'intégration, etc. Mais donc on est dans des logiques de consommation, quoi. Mais évidemment, je dis ça pour vous choquer, mais moi je trouve que ça ne va pas de soi d'exiger une citoyenneté locale. Je trouve que ça ne va pas de soi. D'ailleurs, il faudrait faire des études sur l'histoire du pouvoir local. Le pouvoir local, il a été confié à des juges, il a eu toutes sortes de formes. Je suis entièrement d'accord avec votre remarque sur le fait que le système de représentation est un petit peu épuisé. Alors, après, il y a une deuxième réflexion, c'est qu'aujourd'hui, la participation, elle est factuelle et émotive. Et donc, la question de la démocratie, c'est la question des moments démocratiques. Il ne faut pas le porter uniquement en logique de représentation, il faut le porter en logique d'événement démocratique. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont démocratiques dans une ville. Il peut y avoir de l'événementiel démocratique. Je m'excuse de parler de ce que j'ai tenté, mais à l'occasion de certains forums à Rennes, on avait ouvert des sites contributifs sur la notion de respect. On a eu 2000 réponses de gens qui nous donnaient une définition du respect. Avec leur mail, on a été les voir avec une caméra, et puis... on avait donc des handicapés, des immigrés, des femmes, enfin on avait tous les manques de respect possibles dans l'univers médical, etc. Et puis on a fait une soirée dans un quartier, il y avait 600 personnes. Bon, moi j'étais très content de mon coup, c'était que 600 personnes, on est d'accord. Mais c'est un moment démocratique, voilà. Les élus n'ont pas compris parce qu'une fois que c'était fait, il n'y avait plus rien à en faire, quoi. Mais ça fait rien, c'était une fête démocratique. Je pense que les procédures à inventer, c'est partir quand même de la réalité. C'est-à-dire que aujourd'hui, le truc, c'est de s'exprimer soi-même. Les réseaux sociaux le permettent. Internet le permet. Donc il y a inventé une nouvelle parole publique, de nouveaux échanges. Et puis, être nantais, c'est prendre son trip à Nantes. C'est pas voter pour Madame Roland. C'est prendre son trip à Nantes. Et les gens qui ne votent pas, ils participent à la vie de la ville, complètement. Ils vont dans les événements, ils vont au sport, ils vont au stade, voilà. Donc, moi j'ai un petit malaise sur l'exigence qu'on a vis-à-vis d'eux, en disant « mais soyez citoyens, mon Dieu ». Je pense que l'imaginaire politique local, je ne sais pas ce que c'est, moi. Je ne sais pas ce que c'est. Je vous disais, quand on va au conseil municipal, on s'aperçoit qu'on n'est pas dedans. J'ai pas de réponse. Alors la deuxième question, c'était de se dire, avec le développement de l'intercommunalité, des communautés urbaines, la réalité charnelle du territoire est probablement en train de se défaire, en tout cas de s'éloigner des citoyens. Moi, je pense que l'enjeu, il est quand même de fabriquer un assemblage territorial, donc un assemblage avec les gens. On est capable d'inventer toutes sortes de choses, vous savez. Quand il y avait les pays, on a inventé les marchés, on a restitué des trucs pour dire que les pays avaient une existence. Là, c'est facile, finalement, il y a un bassin de vie, il y a un bassin d'usage, donc c'est pas désespéré. Alors, ceci étant, aujourd'hui, comment ça se passe? Ça se passe pas. Ça se passe pas parce que le mode d'élection est absolument aberrant. Et il l'est encore. Ça passe pas parce que les élus de communes périurbaines
s'exprime de façon très défensive par rapport à la métropole. Il s'appuie, ça a été dit d'ailleurs, c'est un peu comme l'Europe, quoi. Il s'appuie sur la métropole pour dire du mal de ce qui se passe, quoi. Donc il y a une nouvelle génération d'élus à inventer. Moi, le constat que j'ai fait, c'est que c'est faisable. Je vais vous donner un exemple. J'avais lancé un canard intercommunal qui était construit avant sur des pages communales. Donc j'ai fait disparaître les pages communales. On a fait un canard qui se voulait beaucoup plus thématique, avec des exemples de thèmes, par exemple, pris dans les communes, mais dépassant toutes les compétences municipales. C'est-à-dire que, par exemple, on a fait des trucs sur l'agriculture, on a fait des trucs sur la biodiversité, on a fait plein de choses qui ne sont pas à proprement parler dans une logique de compétences. Et puis j'ai ouvert une rubrique qui est une rubrique sur le monde. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais aussi un des enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est d'intégrer les gens dans les flux mondiaux, quoi, et de montrer que la mondialisation, c'est pas le capitalisme dérégulé, c'est la réalité de notre vie. Et que la ville est une ville-monde aujourd'hui, que ce soit les produits, la culture, l'économie, on est en ville-monde. Donc cette espèce de détestation de la mondialisation, moi, j'ai pensé, avec les élus qui m'ont couvert, que c'était quelque chose de très négatif et qu'il fallait fabriquer de l'ouverture. Et donc, on a travaillé avec le Courrier international pour pouvoir acheter des articles en fonction des thèmes qu'on traitait. Et dans les enquêtes de lectorat qui valent ce qu'elles valent, à la grande surprise des élus, les rubriques internationales étaient l'une des plus lues. Bon, donc, c'est créer une culture locale. De toute façon, c'est créer une culture locale, c'est-à-dire c'est parler fort. Le problème de la collectivité intercommunale, c'est d'avoir un discours d'assemblage des identités, comme on dit à Bordeaux, c'est-à-dire parler plus fort que toutes les communautés. Et on pourra en discuter, parce que je crois que c'est faisable. Par contre, c'est un combat. C'est un combat. Et c'est un combat idéologique, c'est un combat politique. Si on estime, par exemple, que traiter du monde est un message important, c'est forcément un message politique qui renvoie à des stratégies idéologiques, il faut l'assumer. Le problème, c'est que c'est pas assumé. C'est-à-dire où chacun bricole, et puis, quand même, il faudrait parler de chaque commune, chacun son tour et son 40. Donc, c'est absurde, c'est absurde. Je dis pas que c'est facile. Il est grand temps de vous passer la parole. Donc, il y a un micro qui va circuler, puis je vois qu'il y a déjà des mains qui se lèvent. Jean-Pierre Branchereau, Conseil de développement de Nantes. Au Conseil de développement, alors d'abord j'émettrai un doute, et puis ensuite une question, un sentiment personnel. Le doute, c'est qu'au Conseil de développement de Nantes, on a reçu les jeunes du service civique avant les élections pour leur faire rencontrer les candidats aux élections. Et je m'interroge sur la notion de modernité du territoire chez cette population. Je me demande s'il ne faut pas la nuancer. Les personnes qui sont là, qui ont participé à ce travail, pourront compléter ou me contredire. Mais il me semble que ce qu'ils attendent du territoire, au bout du compte, c'est du vécu, c'est du quotidien, c'est de la sécurité. Et ils n'en avaient pas en tout cas une vision politique. Ils ne connaissaient pas même le nom des candidats, tout juste le nom des représentants politiques. Donc je me demande si cette notion de modernité ne serait pas nuancée par les variables habituelles d'âge, de genre, et puis par la question du numérique, parce que d'un autre côté, ils sont quand même super informés sur d'autres choses. Donc, et puis quand on voit leur confiance dans le territoire, ce qu'ils ont envie, comme le territoire ne répond pas à leurs attentes pour une bonne partie, c'est de partir, de quitter le territoire, d'aller à l'étranger. Donc à la fois, ils ont des projets tout à fait classiques, avoir des projets familiaux, professionnels, et aussi partir. Donc j'ai un peu de doute sur la réalité pour toutes les classes d'âge de cette notion de modernité. La deuxième question, elle est d'ordre national. Par rapport à la communication politique, on a un maire de Nantes qui a été Premier ministre, qui a été un excellent maire communicant sur son territoire, mais apparemment, en tant que Premier ministre,
un maire, un Premier ministre ayant quelques problèmes de communication. Et aujourd'hui, on a un Premier ministre qui n'est plus, paraît-il, qu'un communicant. Alors, dans ce rôle de médiation de la parole politique, je voudrais savoir si aujourd'hui, on n'est plus sur une parole politique un peu vidée au profit de la communication. Je ne sais pas si c'est... Je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, quoi. Moi, je ne suis pas habilité plus que d'autres à répondre. Moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de politique sans communication. La mauvaise communication, c'est la mauvaise politique. Enfin, je pense ça. C'est-à-dire que, par définition, la politique, c'est communiquer sur les attendus de cette politique. C'est-à-dire pourquoi on l'a fait et ce qu'on devra en attendre. Et après, il y a des techniques. Les techniques, c'est pas de changer de sujet tous les jours. Moi, je pense qu'un des erreurs, puisque vous me posez la question clairement, c'est qu'il faut arrêter 4-5 thèmes, et puis pendant 3 ans s'y tenir. Et puis après, il y a un bruit de fond comme ça qui s'installe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gérer la communication au quotidien, mais ce qui est important, c'est le bruit de fond. Dans la communication territoriale, tout le monde, il y a des campagnes tous les matins. On fait 300 campagnes sur les abribus, etc. C'est pas ça qu'on retient. On retient le bruit de fond qui est construit par les élus et par la collectivité. Il y a un bruit de fond sur la place de Nantes dans le monde. Il y a un bruit de fond sur l'innovation à Nantes. Il y a un bruit de fond sur la culture à Nantes. Il y a un bruit de fond sur la politique du logement. Il y a un bruit de fond sur la politique patrimoniale. Ce sont ces bruits de fond-là qui construisent le rapport d'appartenance au territoire. Et c'est ça l'enjeu. Et là, toute la difficulté du métier, c'est qu'on est pris dans la quotidienneté, c'est-à-dire qu'il faut bien gérer ce qui se passe, les faits divers, l'actualité événementielle, il faut bien la gérer, l'actualité de la vie associative, avec il faut bien la gérer. Mais ce qu'il faut, c'est, à côté de cette gestion quotidienne, assurer des bruits de fond. C'est-à-dire la construction dans la durée d'un rapport positif au territoire, comme je disais, comme un territoire incluant et constituant. Ce qui est important, c'est que de se dire de Nantes, c'est un sens, c'est un contenu. Dans mon bouquin, je raconte ça, j'étais dans un patelin à côté de Saumur, à Saumur d'ailleurs, et au bistrot. Et il y avait des gens au bistrot qui étaient attablés, et puis la conversation vient, et on leur demande ce qu'ils font, ils nous disent « moi je suis de là ». Ils avaient tout dit, quoi, je suis de là. Et honnêtement, être de là, dans le cas présent de Saumur, c'était pas positif. C'était pas positif du tout. Et j'ai fait la même expérience à Cholet, et c'était très positif. Donc la question, c'est le contenu de l'identité de ville, quand même. Et là-dessus, on travaille. Moi, j'ai travaillé pour le maire de Rennes, Edmond Hervé. On a vu comment se constituait une éthique du territoire, c'est-à-dire qu'à travers les messages, à travers un certain nombre de décisions politiques très peu populaires comme le métro, c'est constituer une éthique du territoire. Et aujourd'hui, se dire rennais, c'est se dire appartenant à un minimum d'éthique du territoire, c'est-à-dire un minimum de solidarité, un minimum de développement durable, un minimum de droit à la culture, etc. Et ça, c'est un des enjeux. Alors, vous me posez la question au niveau national, c'est différent, mais la question quand même d'un bruit de fond, d'une pérennité des messages à travers une hiérarchie des messages politiques ou hiérarchie des sujets politiques, c'est élémentaire, quoi. Et donc sur la réforme territoriale, sur la réforme fiscale et quelques autres sujets, c'est sûr qu'il manquait une continuité de messages. Et puis après, il y a des problèmes techniques, hein, des problèmes professionnels. Parce que là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y ait pas un métier. Il y a un métier, Il faut maîtriser un certain nombre de techniques quand même. Oui. Donc Jacques Brouard, de Conseil de développement. Oui, je voudrais intervenir sur 2 choses. La première, c'est que vous n'avez pas du tout parlé de la télévision, mais peut-être que c'était peut-être hors sujet. Mais moi, je pense que la télévision, au-delà de la communication qu'on veut faire au niveau local, rentre comme communication politique dans les foyers tous les jours, à 20h, le 20h, etc. Et que pour le pratiquer, nous tous, chaque soir, on s'aperçoit que la hiérarchie, entre autres, des représentations de la réalité dans la communication télévisée, elle est d'abord simplifiée, c'est normal, hein, puisque en 10 minutes, on ne peut pas faire grand-chose, mais elle commence toujours par exemple, un fait divers, et c'est pas neutre.
politiquement, c'est pas neutre de commencer par un fait divers que de commencer par les problèmes de l'Europe, de l'Ukraine, ou même de l'Europe, parce qu'il va y avoir les élections européennes bientôt. Donc ça, c'est le problème de l'impact d'un média qui s'impose encore. Je ne sais pas si dans 20 ans ce sera aussi fort, mais qui s'impose, le rendez-vous citoyen du 20h. Bon. La deuxième chose, c'était justement, je ne pense pas que les jeunes soient impactés pour l'instant par ce 20h. Je ne sais pas, c'est une hypothèse, que les jeunes, entre 15 et 20 ans, ne regardent pas forcément le 20h. Et on dit, ils sont sur les réseaux sociaux, d'accord. Mais les réseaux sociaux et le collectif qu'ils pratiquent chaque jour dans un collectif de classe ou d'établissement est prégnant par rapport à la fameuse démocratie participative qu'ils auront peut-être à pratiquer au-delà des 20 ans ou des 25 ans, quand ils seront pères de famille, etc. Dans un premier temps, cette pratique de la concertation et du va-et-vient entre les conditions de travail d'un collectif qui s'appelle l'école et les jeunes eux-mêmes, il y a énormément de progrès, certes, mais je ne pense pas que ce soit un objectif principal de l'éducation que d'apprendre les gens à se prendre en charge collectivement depuis, disons, la 6e jusqu'à la terminale. Donc, en matière de communication, comment vous voyez la relation entre ce que vous avez essayé de faire à un niveau adulte, citoyen, etc., dans une ville, et cette montée d'apprentissage qui correspond à ce que l'on souhaiterait, nous tous, dans le Conseil de développement, que les gens deviennent intelligents, entre guillemets, hein, c'est pas une élitisme, mais intelligents au sens de lire leur territoire et d'y participer. D'accord. Alors, première question, la télévision. Moi, je vais vous dire des banalités. Hein. Donc, sur la télévision locale, il n'y a pas beaucoup de gens à la regarder. C'est une télévision institutionnelle, globalement, qui joue un rôle sympathique et assez peu efficace, et qui est en péril pour des raisons de modèle économique et de modèle de télé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la télé ne se regarde plus de façon linéaire, mais de façon délinéarisée. Et donc, ça pose la question de l'indexation des contenus et de leur promotion. Et aujourd'hui, la réflexion des télés locales est très en retard par rapport aux pratiques du numérique telles qu'elles se développent. Après, au niveau national, j'ai pas de commentaires, je ne suis pas de compétences particulières. Bon, je pense quand même que ces grands journaux télévisés, ces grands messes sont obsolètes et que c'est pas là que ça se passe, ou ça se passe de moins en moins. Ça se passe encore là, sans doute au moment des élections, tout ça, mais on regarde plus la télé, quoi. Je veux dire, voilà. J'ai du mal à vous répondre parce que le seul constat qu'on peut faire, c'est que les audiences de ces grands-messes diminuent. Alors, la deuxième question, si j'ai bien compris, mais je n'en suis pas tout à fait certain, il s'agissait du rapport aux jeunes. Dans l'apprentissage, justement, de la communication, enfin de la démocratie participative, qui serait l'apprentissage pour que ce collectif, qui est la commune ou le territoire intercommunal... C'est ça, donc le rapport des jeunes à leur collectivité. Alors, question qui a déjà été évoquée d'ailleurs par Jean-Pierre Branchot tout à l'heure. Moi, je ne suis pas capable de répondre, je le dis tout de suite. Non, je veux dire, je ne peux pas parler au nom des jeunes et je ne sais pas parler sur les jeunes. Non, mais c'est pas parler. Je me sens incapable de répondre, honnêtement. Si ce n'est à dire les jeunes, c'est formidable, quoi. Mais. Non, non mais c'est pas. On va éviter la démagogie. Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Une autre question. Oui. Je crois que la question, je vais essayer de la reformuler, c'était plus globalement la formation du citoyen, c'est-à-dire l'éducation populaire pour donner aux citoyens la capacité à débattre de son territoire, de sa communauté, de ses projets. Enfin, bon, est-ce que les jeunes, enfin, je ne sais pas de quels jeunes on parle. Non, j'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Passons à une autre question. Juste une remarque à propos de télévision. Je trouve que
On a aujourd'hui une offre, y compris en télévision, qui est quand même beaucoup plus diversifiée, entre France 24, Arte, je ne parle pas de TF1, je ne regarde pas jamais TF1, France 3, enfin je veux dire, il y a simplement par les grandes chaînes, on a une offre, y compris en information, qui est plus diversifiée qu'il y a quelques années. Alors c'est sûr que bon, il faut jouer sur sa télécommande, bon, mais c'est quand même pas sorcier, et sans abonnement en particulier. Hein, donc là, c'est aussi à nous d'aller chercher l'info. Je veux dire, chaque citoyen, quand il achète son journal, il peut éventuellement acheter Presse Océan, si ça existe encore, parce qu'il devient de plus en plus maigre, et il n'y a plus rien dedans. Quant à Ouest France, n'en parlons pas. C'est quand même pas... C'est peut-être le journal le mieux diffusé en France, mais c'est pas quand même l'Himalaya de la presse quotidienne. Hein. C'est pas terrible. Hein. Bon. Par rapport à d'autres grands journaux, que ce soit le Figaro ou Le Monde, entre autres. Hein. Même si chacun a sa coloration, on a une offre quand même relativement diversifiée pour aller s'informer. Ça, c'était la première remarque. Et la question ? Non, c'était pas une question, c'était juste, oui, juste une remarque. D'accord. Donc la remarque, c'est que les moyens moyens d'information se diversifient. Sur l'offre diversifiée qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas quand il y avait que 3 chaînes. Non, la réflexion qu'on pourrait... Enfin, je n'ai pas de titre non plus à parler mieux que d'autres, mais la réflexion qu'on devrait avoir, c'est la place de la politique dans les journaux télévisés. Et dans les émissions, quoi. Et donc c'est un débat connu, mais c'est quand même un débat lourd, quoi. C'est-à-dire la question, c'est pas la communication des hommes politiques, la question, c'est la communication d'une politique. C'est un peu différent. Et les médias, la télé, ne sait pas faire ça. Elle sait mettre en scène, ou mettre en difficulté, ou valoriser un homme public, mais elle ne s'intéresse pas à la communication, à la politique. Et souvent, la communication politique, c'est la communication d'un ministre. Bon. Donc, il y a des enjeux qui sont plus lourds que la communication d'une personnalité, quoi. Oui, une remarque tout au long de votre propos, il y a un mot que je n'ai pas entendu, c'est celui d'emploi. Alors c'était l'élément constitutif du premier et du plus grand réseau, alors appelons-le social, économique, comme on veut, mais enfin qui permettait une cohésion de classe. Ça, je n'ai pas entendu. Et la deuxième question, c'est la notion de territoire. Alors pour un élu, c'est un territoire bien délimité, sur un territoire bien précis. Pour un citoyen, c'est beaucoup plus ambigu aujourd'hui. D'une part parce qu'on ne naît plus et meurt plus sur le même territoire. Et puis, même au cours d'une même journée, on ne reste pas figé sur un territoire communal ou voire sur un territoire plus large d'une intercommunalité. Donc là, il y a un premier élément de distorsion, une distanciation entre citoyens et élus. Et pour moi, c'est une des conséquences aussi dans l'analyse de l'abstention qui, traditionnellement en ville, elle était importante. Aujourd'hui, c'est aussi un phénomène qui apparaît en milieu rural, ce qui est un petit peu nouveau. Vous avez parfaitement raison, mais le succès de la notion de territoire, c'est qu'il n'est pas délimité. C'est-à-dire que, en fait, la notion si on a un tel succès du mot, c'est que le territoire ne définit pas une frontière, il définit le territoire se définit par rapport au sujet dont on parle. Ouais, et juste, oui, ouais, mais la question du territoire, enfin la question des frontières est toujours mauvaise. Il n'y a pas de bonne frontière. C'est la raison pour laquelle, par contre, les politiques se définissent sur des aires géographiques et sur des réseaux et sur des coopérations. Par exemple, il n'y a pas un territoire Rennes-Nantes. Jean-Marc Ayrault et Daniel Delaveau ont créé une coopération Rennes-Nantes qui a eu des impacts, qui aura des impacts sur la politique régionale. Bon, donc c'est un bon exemple, c'est-à-dire que dans la coopération universitaire, il y a un territoire Rennes-Nantes. Par contre, dans le travail social, il n'y en a pas.
Bon, donc cette notion de territoire, elle est pratique, mais précisément, moi ça ne me choque pas. C'est-à-dire, il n'y aura jamais un territoire politique dit pertinent, jamais. Parce que quand on fait du marketing territorial, on n'est pas dans un territoire le même que quand on fait une réunion de quartier. Donc il n'y a pas de territoire pertinent. Il y a des territoires en fonction des sujets, et après il y a des découpages administratifs et des découpages politiques, les moins mauvais possibles. D'ailleurs, si c'était si simple, il n'y aurait pas de débat sur le millefeuille. Si le débat sur le millefeuille il vient du fait que les échelles de territoire changent en fonction des sujets traités. Bon, enfin, j'ai un avis comme tout le monde sur la réforme territoriale, hein, mais ni plus ni moins. Mais je veux dire, vous avez parfaitement raison. Après, rajouter peut-être une chose, c'est que la multiterritorialité est une évidence, mais une évidence uniquement pour les gens qui sont un petit peu dans les classes où les responsabilités sont plus fortes. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que les populations en difficulté sont monoterritorialisées, alors que les gens de pouvoir sont toujours pluriterritorialisés et ont des pluri-appartenances, parce qu'ils ont des pluri-réseaux. Et donc le cadre nomade, il est multiterritorialisé, même si ça lui fait plaisir de se définir à un moment sur un micro-territoire. C'est pour ça que le travail de l'appartenance territoriale est quand même important, parce que vous avez beaucoup de gens, c'est ce que je dis, qu'est-ce que vous êtes vous? Je suis de là, je suis d'ici. Donc on a beaucoup de gens qui se définissent par une appartenance locale. Et je ne pense pas d'ailleurs qu'on puisse être nomade sans non plus avoir un ancrage local. Vous savez, il y a l'histoire des vagabonds. Hein. Les vagabonds ne sont pas heureux. Hein. Donc il y a un moment où il faut être quelque part. Oui, pour revenir au résultat des élections, vous avez abordé le sujet par l'abstention. Mais moi, je m'interroge, les maires battus ont-ils mal communiqué tout compte fait? Parce que il y a quand même eu des alternances, beaucoup d'alternances, même ici, autour de Rennes. Donc, c'est mon interrogation de savoir si la communication politique à travers les élections est une des sources d'alternance. Alors, je vous ferai une réponse, c'est que je pense que d'abord, il faudrait voir cas par cas. Mais moi, je fais une différence entre communication politique et communication territoriale. Moi, je m'intéresse à la communication territoriale. Après, la communication politique, c'est un autre sujet. Elle se définit par rapport à un combat politique précis. Ce n'est pas de ça dont je parle. Moi, je parle sur la capacité à construire un rapport au territoire auprès des habitants. Je parle sur la capacité à homologuer les territoires dans la compétition mondiale. Je parle sur la capacité à faire sortir les gens précaires de chez eux. Je parle sur la capacité à traiter l'isolement, c'est-à-dire à inviter les gens à faire la fête sur un territoire. Je m'intéresse à la construction du sentiment d'identité territoriale, qui est un vrai travail de communication, qui est un vrai travail politique, mais que je distingue de la communication politique au sens précis du terme. Alors pour répondre à votre question, il y a des très bons maires qui ont été battus, il y a des mauvais maires qui sont repassés, évidemment. Et donc, pour revenir à la communication locale, le mensuel du département de Loire-Atlantique devient tout numérique à partir de ce mois-ci ou du mois prochain. C'est-à-dire que là, seuls les gens qui sont connectés vont aller s'intéresser à ce qui se passe dans le département, finalement. Là, est-ce que c'est la solution tout numérique ou... Le point de vue est différent si vous êtes responsable du journal ou si vous êtes responsable politique. Moi, ce que je constate, c'est que la presse papier, dans ses fonctions, la presse numérique ne l'a pas encore remplacée. Maintenant, je serai responsable du Canard, je ne sais pas ce que je ferai. Hein. Oui. Oui, c'est une question un peu anecdotique et comme c'est une question qui peut te déranger, tu auras le droit au joker. Tu as vécu donc sur Rennes le travail avec deux maires différents. Certes, éventuellement de deux générations différentes, mais pas complètement non plus. Edmond Hervé et Daniel Delaveau. Et puis, il y a ce passage à une nouvelle génération d'élus, que ce soit au niveau de la ville ou au niveau de la métropole d'ailleurs, qu'on a vécu d'une certaine manière aussi à Nantes. Et je voulais savoir si par rapport à tout ce que tu disais sur la question du rapport à la politique, justement, par rapport à cette ancienne génération qui a été formée à une façon de faire de la politique, d'assumer éventuellement un certain nombre de conflits et de combats politiques à partir des années 70, si tu vois dans la nouvelle génération une forme de changement, de transformation et éventuellement l'origine éventuellement de déception à venir. Bon, c'est très différent la jeune génération.
Mais ce qui me gêne, c'est que je suis un vieux, c'est-à-dire de l'ancienne génération. Mais en 2 mots, je trouve que la jeune génération est très professionnelle, très prudente et très timorée. Je cherche mes mots, très contrôleuse. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'ils fassent leur classe, quoi. Mais je les trouve très prudents. Et pour un dire comme, enfin, je vais te donner des exemples. C'est-à-dire que beaucoup des gens de la génération pensent qu'il n'y a que 2 choses importantes. C'est l'information pratique et la relation presse. Et beaucoup dans la jeune génération mettent toute leur attention à choisir leur attaché de presse. Et d'ailleurs, la gestion de la presse se fait au cabinet. Pour le reste, ce qui demande à la collectivité, à la communication territoriale, c'est de les valoriser. Donc, par exemple, l'exemple que je prenais tout à l'heure sur mettre de l'international dans une presse institutionnelle, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal avec la jeune génération, ils ne voient pas pourquoi. Sur l'urbain, qui est quand même le sujet par excellence, le sujet en or. Parce que l'urbain, c'est un problème de culture, c'est un problème de temps, c'est un problème de... Toutes les politiques publiques se trouvent à certaines façons prises sur l'urbain. Après, ça dépend des personnalités, mais ils ont tendance à faire de l'urbanisme théologique, quoi. C'est-à-dire on fait confiance à quelqu'un de connu qui a un discours à la mode. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est vrai dans toutes les collectivités et dans tous les secteurs d'activité. Être compétent, c'est souvent être à la mode. Être compétent, c'est être au courant de qui compte dans l'univers des urbanistes ou des architectes, par exemple. Mais je ne veux pas dire du mal à la génération, mais la perception que j'en ai, c'est qu'ils sont moins cool pour parler comme les jeunes. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé ici pour Jean-Marc Ayrault sur des sujets très contradictoires, sur l'île de Nantes, par exemple, ou sur la propreté en ville. Et je pense que la jeune génération a un rapport d'expertise à la chose publique, plus qu'un rapport politique en réalité. Alors, moi, j'ai une remarque et une question. Alors, la remarque, bon, c'est un petit peu pour sourire. Être de quelque part, donc, par exemple, être de Nantes, ça peut être quelque chose de très positif sur l'image de Nantes. Et puis, depuis que Jean-Marc Ayrault, qui avait une très bonne image en tant que maire, depuis qu'il a été Premier ministre, quand je disais je suis de Nantes, en général, je suscitais des sourires un petit peu narquois. Donc c'était un petit peu curieux et surprenant. Et l'autre chose, c'était une question que je voulais vous poser. Vous avez dit la communication, c'est créer un assemblage, c'est créer du lien. Bon, j'ai été professionnelle de la communication pendant de très nombreuses années, tant auprès des organismes HLM qu'auprès des collectivités locales. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de faire le lancement médiatique du métro de Rennes. Et le problème auquel j'ai été confrontée très souvent, c'est l'image de la communication. C'est-à-dire que la communication, en fait, a une très mauvaise image auprès de nombreuses personnes et de nombreux responsables. Et donc, la difficulté de les convaincre de l'intérêt de la communication et du sens de la communication. Donc, j'aimerais bien savoir comment vous avez géré ça, vous. Et une dernière remarque à propos de communication, la difficulté de communiquer autour de certains quartiers, quartier de logement social par exemple, parce que là, toute la communication qu'on mettait en place était souvent en contradiction avec ce que l'on voyait. Et ce qu'on voyait, ce qu'on voit, ce sont les bars, les tours, etc. Et donc, ça a été aussi une grande difficulté et ça fait partie de la communication d'une ville. Donc, je voulais avoir votre réaction par rapport à ces 2 points. Sur l'image des communicants, vous avez raison, ils l'ont bien cherché. Hein. Ils ont bien cherché. Pas moi. Moi, je n'ai pas cherché, moi. Non, mais alors, je pense que les communicants l'ont bien cherché. Mais ce n'est pas une raison pour tomber dans les facilités consistant à ne pas voir que la communication est au cœur de toute stratégie politique. Et que, c'est normal. Parce que la communication, c'est porter des messages et des représentations. C'est pas faire un spectacle. Bon. Je pense que la communication souffre
du fait qu'il y a une espèce de spectacle, de théâtre, de comédie, bon, et notamment à l'échelon national, quoi. Voilà. Après les journalistes sont responsables, c'est-à-dire que c'est très facile aussi. C'est très facile de dire l'info c'est noble, la communication c'est pas noble. Mais tout le monde a balayé devant sa porte. Mais au final, c'est pas très important. Après, je voulais vous faire une remarque, c'est-à-dire que la forme urbaine ne dit pas de la qualité de la vie dans la forme urbaine. C'est-à-dire on peut très bien avoir des tours et des bars et y vivre bien. Donc ça, c'est pour ça que le sujet est plus compliqué. Ça, les gens en interne le savent. Dans les quartiers, il n'y a aucun problème de communication. C'est à l'extérieur que le problème se pose. Vous mettez le doigt sur un sujet qui est lourd, quoi, qui est la façon dont comment dire ça. En fait, on ne prend pas au sérieux la question urbaine de la communication pendant des années. Bon, et enfin, j'ai pas envie de développer trop parce que ce serait un autre sujet, mais il y a une crise de confiance fondamentale entre la population, les urbanistes et les architectes, qui s'origine dans le développement des quartiers des années 70. Bon, et ce traumatisme-là n'a pas été pris au sérieux, ni par les professionnels, ni par les politiques. Et que le plus difficile et le plus nécessaire, après, c'est de communiquer sur la ville et sur la qualité urbaine. Mais la communication ne peut pas inventer une qualité urbaine. Enfin, voilà, c'est un autre sujet. Une ultime intervention? Oui, ce sera pour la dernière. Moi, je voulais vous parler de votre jeunesse. Je vais me faire l'interprète de Jean Renard, qui n'a pas pu être là ce soir. Vous aviez écrit, il y a déjà très longtemps, un petit ouvrage qui s'appelait « Dégage, on aménage », oui, tout à fait. Qui concernait Notre-Dame-des-Landes. Oui, alors, ça remonte déjà loin. Je crois qu'il n'a pas été réédité. Enfin, je dois avoir la version PDF qui traîne quelque part. Je l'ai dans ma bibliothèque. Moi, la question que je voulais vous poser, justement, il y a eu sur les derniers temps là, des batailles de communication entre les partisans et les opposants sur ce projet. 40 ans après ce petit ouvrage, quel regard vous portez sur ce sujet-là? Le projet est mal né, quoi. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez en tête, d'ailleurs je l'ai cité dans mon livre, les discours de la Chambre de commerce de l'époque sur Notre-Dame-des-Landes. C'était un discours de prospective des 30 Glorieuses sur le fait que les avions allaient arriver à Notre-Dame-des-Landes avec à l'intérieur des voitures et les Anglais iraient visiter les châteaux de la Loire, et puis que l'aéroport actuel, qui s'appelait Château-Bougon à l'époque, serait un aéroport d'aviation d'affaires. Et donc, je ne me moque pas des prévisions de cette époque. Mais ça me donne l'occasion de dire que toutes les collectivités font de la prospective. Et la prospective, c'est l'idéologie du moment, d'une position sociale du moment. Et l'approche de Notre-Dame-des-Landes était une approche totalement idéologique, c'est-à-dire c'était sur les modèles de Fos-sur-Mer, il fallait faire le Rotterdam aérien. Donc le modèle économique qui sous-tendait cette réflexion a disparu depuis longtemps. Et personne ne croit, enfin à l'époque, personne ne pouvait croire qu'il y aurait des millions de passagers dans les années 80, puisque c'était quand même le contenu. Et donc à partir du moment où les études étaient totalement décrédibilisées dès le départ, je pense que ça jouait un rôle, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un délire prospectif qui n'avait rien à voir avec la réalité. Et ce délire a fait que le projet est mal né, quoi. Je dis ça gentiment parce que je crois beaucoup, moi, au fait qu'il y a des actes qui perdurent, quoi. Et le travail de lauréat, mais ce qui s'est passé dans les années 70-76, eh bien, fait que l'aéroport était infaisable. Alors, après, il y a d'autres questions derrière ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est une question démocratique, c'est-à-dire que toutes les instances légitimes ont validé. Et donc, les instances légitimes ont validé, et il y a encore une contestation. Donc, ça pose un vrai problème démocratique sur lequel il y a une réflexion à avoir. C'est-à-dire que je pense, moi, qu'à partir du moment où tous les élus légitimes ont validé,
ça pose une question de ne pas le faire. Mais voilà. Mais ceci dit, le projet en lui-même, il est infaisable. Il est infaisable. Vous auriez fait la même proposition à Guéméné Benfao, ça se faisait tranquille. C'est-à-dire que là, on est en psychanalyse. Hein, c'est-à-dire qu'on a le symptôme, qui est ancré à Notre-Dame-des-Landes, avec une histoire complètement incohérente des discours techniciens, totalement incohérente, totalement, incohérente, quoi. Et cette espèce de malnaissance, ce qui est très intéressant, ça me fait penser à Paul Bois, là, sur les paysans de l'Ouest, quoi. C'est-à-dire, il y a un événement de départ, et ce moment de départ fait que toute la période suivante était infaisable, quoi. Enfin, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je crois beaucoup à cette mauvaise naissance. Et c'est très intéressant aussi de porter cette réflexion sur le prospectif, parce que on n'en a pas parlé, mais ça fait partie des techniques de communication locale. C'est-à-dire qu'on crée un discours prospectif sans locuteur. C'est-à-dire, quand ça devient le lieu commun partagé, c'est gagné. Et Notre-Dame-des-Landes, ça n'a jamais pu devenir le lieu commun. C'est-à-dire, bien sûr, il faut un aéroport. Et quand on reprend sur le travail qui a été fait sur Nantes 2030, par exemple, ou sur Rennes 2030, ou sur Toulouse, ou sur Bordeaux, c'est très intéressant ce travail, où en fait, la prospective, c'est l'actualité des réflexions. Mais pour être concret, par exemple, moi, en prospective, j'ai voulu introduire dans le travail comment on vit à Nantes, j'ai fait un petit article là-dessus, d'ailleurs, avec 500 € par mois ou 600 € par mois dans 15 ans. Les élus me répondent, ça ne fait pas partie de la prospective. Donc la prospective, c'est toujours une représentation idéologique dominante. Et si elle n'est pas confrontée à la peur et des gens qui sont sur d'autres positions sociales que les positions des pouvoirs économiques, culturels, etc., eh bien, la prospective est le lieu commun de l'enfumage. Très bien, nous allons nous quitter sur ces paroles. Merci à Jean Delage. Donc, je vous recommande très vivement la lecture de son livre que vous pourrez trouver à la sortie, ainsi que les derniers numéros de Place Publique. Alors, il y a une prochaine séance de questions publiques qui est prévue, mais à une date encore incertaine, probablement dans la seconde quinzaine de mai. Et nous inviterons le nouvel adjoint au numérique, c'est une fonction nouvelle qui vient d'être créée, Francky Trichet, qui par ailleurs est universitaire. Et ça va coïncider avec la sortie du prochain numéro de Place Publique consacré à la ville numérique précisément. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous.